Alex, ben, juste pour continuer notre discussion, hein, je ne sais pas s'il y en a qui étaient à la maison puis qui ont entendu ce dont on a jasé avant. On a parlé un peu des apparitions miraculeuses à Saint-Alexandre. Oui. Moi, ça me fait penser à des histoires de religion. L'abbé Napoléon Dumont, qui avait été curé, mon Dieu, à Saint-André, à Sainte-Hélène, a pris des notes une fois retraité. Puis il a déposé ça aux archives de la Côte-du-Sud. Puis c'est super intéressant parce que là, tu as un peu le point de vue d'un curé vu de l'intérieur. Puis il rappelait une histoire qui s'appelait les Veuves de Sainte-Hélène. OK. C'était à l'époque, il avait essayé d'implanter la quête paroissiale, là, les petits paniers où le monde met de la monnaie pendant la messe. Oui. Puis, visiblement, les gens de Sainte-Hélène ne voulaient rien savoir. Okay? C'était pas populaire à Saint-Joseph non plus. Hein? Non. Ils payaient le dîme, puis ça finissait là. Ils disaient, là, j'ai payé ma dîme, là, ça moi patience avec ta taxe, là, c'était correct. Bon. Fait que, un moment donné, l'abbé Dumont s'est mis à dire, bon, ben, je vais essayer de le... Fait que, en prêche, il se met à parler de la pauvre dame, la veuve, une parabole que j'ignore, qui dit que c'était une sorte de veuve qui n'avait à peu près rien, puis qu'elle a décidé de donner le seul sou qu'elle avait aux aumônes ou je sais pas quoi. Puis le dimanche suivant, à la messe, tout ce qu'ils ont récolté dans la quête, c'était des scènes noires. L'abbé Dumont n'a pu s'empêcher de répliquer par quelque chose comme, encore une semaine après, « Mes bien chers frères, j'ignorais qu'il y avait tant de veuves dans cette paroisse. » Je l'avais trouvé un peu bidonnant. Non, mais au moins, ça montre que, il écoutait, là. Il était là. Oui, non, il y avait un certain sens de l'humour. Ça me rappelle aussi un curé de Saint-André qui appelait chez nous, puis c'est pas toi qui l'avais appelé, là, c'est lui. Puis il t'appelait en disant « Comment puis-je vous aider? » Oh, OK, lui, il faisait de l'autoconfesse. Ouais. Ouais. En fait, ce qui s'était passé, c'est que ma mère, il y avait une personne âgée chez nous qui était handicapée. Okay. Ma mère avait été chercher de la communion, mais n'ayant pas les petites patentes pour ramasser la communion, elle y avait été avec son plat Tupperware. Hein? Une cuisinière pragmatique. Je pense que le curé avait trouvé que ça manquait de décorum. Il avait appelé comme ça. Toujours au sujet de Sainte-Hélène, tu sais qu'ils ont le plus vieux tabernacle? Oui, apparemment le plus vieux tabernacle au Canada, hein, de ce qu'on a dit. Oui. Puis il serait d'origine française. Là, souvent, les gens vont se dire, mon Dieu, Sainte-Hélène, c'est pas vieux de même, tu sais, 1830, 1850 à peu près. Comment ça se fait qu'ils ont ça, tu sais? Tu t'attendrais à ce que ça se retrouve à Notre-Dame-des-Victoires à Québec ou dans les vieilles églises. Ouais. Mais tu sais, je sais pas, t'es rendu grand, t'as des enfants, t'es parti en appartement un jour, tu sais. Oui, j'ai fait ça. Tes parents t'ont meublé. Ils t'ont laissé le vieux meuble. Oui. C'est avec les vieux meubles que tu t'équipes. C'est la même affaire. Quand une paroisse se part, les autres, ils lancent le vieux stock. Le vieux meuble. Fait que le vieux meuble, c'est ramassé à Sainte-Hélène, comme ça. Fait que maintenant, c'est une fierté pour eux. Le vieux meuble est devenu un trésor parce qu'en quelque part, c'est devenu... C'est une pièce historique qui est la plus vieille au Canada. Fait il y a des vieux meubles qui vieillissent mieux que d'autres, faut croire. C'est ça. Ouais, la vieille table de chevet, le tiroir à bobette de ton père, c'est peut-être pas la même. Moins, mais s'il était rococo, peut-être qu'un jour, ça va être bien populaire, ces packs, là. Il y avait Sainte-Hélène encore, Napoléon Dumont encore. Lui disait qu'il se scandalisait beaucoup parce que les gens blasphémaient énormément, ils sacraient, tu sais. Puis, il avait cherché une façon de limiter le sacrage dans sa paroisse. Il disait même son vicaire sacrait. Okay. Un vicaire, c'est comme un assistant curé, là, tu sais. Fait que quand tu as même l'assistant qui sacre, je veux dire, tu es un peu dans le chenoute. Oui, non, le vicaire, il n'a pas le droit, là. Fait que l'abbé Dumont a eu une idée assez brillante. À l'époque, il y avait plein de ligues, là. La Ligue de la Bonne-Sainte-Anne, la Ligue du Cercle Accordaire, le Cercle des Petits Croisés, le Cercle des Amis du Sacré-Cœur, ça finissait plus. Puis il a fondé la Ligue réparatrice des blasphèmes, toi. Wow. Fait que... Malade. Le concept est assez simple. C'est que il avait fait faire des petites médailles, des petits fanions, des petits drapeaux. Puis quand que les enfants entendaient sacrer un adulte, ils faisaient « Dieu soit béni! »
Dieu soit béni! Là, l'adulte était comme toujours un peu comme, ouais, là, puis il paraîtrait que ça a eu un effet bœuf. Finalement, les sacs et les blasphèmes ont tombé énormément à Sainte-Hélène. Fait que si on entend quelqu'un blasphémer à Sainte-Hélène, là, on peut dire Dieu soit béni. Tu essaieras de voir ce que ça dit. On va essayer ça. L'abbé Dumont disait que dans sa mémoire que ça n'a pas survécu à son départ. Moi, en même temps, toi à la maison, qui a un parent qui a été membre de la Ligue réparatrice des blasphèmes, sache que nous cherchons désespérément les petits fanions, les petits drapeaux, ce que tu pourras avoir comme médaille de la Ligue réparatrice des blasphèmes. Fait que tu peux communiquer avec nous à TVCK. Il y a des histoires comme ça qui sont encore inachevées, qu'on a besoin de documentation, là. Toujours, ouais. Fait que t'en avais pas une petite pour nous autres, je me pense? Dans catégorie religion, curé, c'est des personnages qui sont un peu plus grands que nature et à qui il est arrivé 1000 choses incroyables. Moi, il y en a un que je trouve ça savoureux. C'est pas très long, c'est pas très compliqué, mais c'est juste qu'il y a des curés qui étaient particulièrement efficaces et qui pouvaient réaliser de grandes choses sans faire grand-chose. Il y a un curé au Kamouraska qui a réussi à habiter dans 3 villages différents sans jamais avoir déménagé. Tu te demanderas peut-être comment cela est possible. Attends un petit peu, je m'essaye. Ville-Mont-Royal, fusion, diffusion, refusion. Et on n'est pas loin. En fait, c'est... Son nom m'échappe. Cet abbé habitait l'actuel territoire de Saint-Philippe-de-Néry, qui, en 1850, était à l'intérieur de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. Quand le territoire a été divisé pour créer la paroisse de Mont-Carmel, sa maison s'est retrouvée sur le territoire de Mont-Carmel. Donc, il n'a toujours pas déménagé. Il a habité Saint-Denis puis Mont-Carmel. 1 an après, a été fondée paroisse de Saint-Philippe-de-Néry. Et sa maison se trouvait encore sur ce territoire-là. Et donc, ce cher abbé, ce cher curé, a habité 3 villages différents, sans jamais avoir déménagé. Avec 3 taxes de bienvenue. Exact. C'était 3 dîmes dans son cas, peut-être, là, mais... C'est bon. On n'avait pas une petite histoire aussi sur... tu sais, je me souviens, les jeunes de Katimavik le trouvaient très souriant en face de l'église de Saint-Denis. Ils s'étaient mis à l'appeler Aidé. Aidé. Ouais. Aidé. Édouard Quertier. Oui, monsieur. On a quelques curés, je pense, qui sont passés à l'histoire. Moi, je pourrais vous parler un peu de Quertier. Je pense que toi, tu serais capable de nous jaser un peu de Chiniki. Dis pas ce nom-là. Quertier, écoutez, si vous allez à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, toujours aujourd'hui devant l'église, église possédant la plus haute flèche à l'époque, et tournant le dos au fleuve, n'étant donc pas dans l'axe habituel des églises du Québec là, qui pointent vers le Vatican, dans le fond, vers l'est, est orienté nord-sud. Moi qui ai toujours pensé qu'il pointait vers la Mecque. Non, je sais pas si c'est la Mecque ou le Vatican, mais c'est dans le même coin par rapport à ici. Désolé, l'imprécision. mais bref, devant cette église se dresse fièrement une statue au visage sévère, arborant un peu d'accessoires, s'il vous plaît, ici. Vous avez peut-être déjà vu ça dans vos sous-sols ou dans les maisons de vos grands-parents. La croix de tempérance. De la tempérance. Nous avons ici à Saint-Denis de la Bouteillerie le fondateur de la Société de la tempérance. C'était quoi ça, la Société de la tempérance, hein? Tu connais nous décrire ça vite fait? En fait, je vais te décrire, mon Alexandre, qu'on va en parler dans un autre épisode. Mais pour faire vite, on va faire vite. Parce que là, sinon, on va les échapper. C'est l'équivalent des AA de l'époque. Oui. OK? On s'engageait à ne pas boire, mais on s'engageait à amener une vie bonne et sobre. Genre de mix de AA, de simplicité volontaire, puis de vegan. Voilà, c'est ça. On s'en rappelle pour l'épisode plus tard sur l'alcool. Toujours est-il qu'Édouard Quertier, on lui prête certains miracles, certains hauts faits. C'est pas un saint, mais il y aurait eu des arguments. T'es bien parti. Entre autres, on est dans la période des fêtes, à l'approche du jour de l'an. Oh, attends un petit peu. Compte du bas du fleuve. Vas-y, mon Alexandre. Donc, on est à la veille du jour de l'an. Édouard Quertier, donc notre curé Quertier, est en train de réveillonner, probablement à la table du presbytère avec ses proches. Et puis, il y a quelqu'un qui débarque dans la maison, comme quoi qu'un des paroissiens est sur le point de mourir. Tempête de neige de tous les diables. Pas moyen de partir avec la carriole pour aller rejoindre
le futur mort, là, finalement. Mais Édouard Cartier ne se laisse pas découdre avec ça. Il ramasse son stock pour le dernier des sacrements. Il faut qu'elle donne son extrême onction. Là. Fait qu'il part avec ses gréments, ramasse sa croix de la tempérance, traverse la tempête dans Saint-Denis, arrive à la maison du paroisse. Trépassant. Appelons-le le trépassant. Trépassant. Puis comble de malheur à cause de la tempête, tout ça, le mort était déjà mort. Ce qui pose problème pour l'extrême onction. Ben oui, non, c'est ça fonctionne pas. Là. Il y a un sacrement qui a revolé. Fait il aurait sorti la croix de la tempérance, il l'aurait dressé devant le mort, il aurait dit « Mort, réveille-toi et embrasse la croix du Seigneur ». Le mort se serait redressé, aurait embrassé la croix du Seigneur et serait remort devant témoin. C'est pratique. Ce qui est quand même pas pire. Donc, Édouard Cartier, on lui prête des choses comme ça assez impressionnantes. Je sais qu'il y avait aussi une fois où il avait inventé l'équivalent maintenant du... ce qu'on met en dessous des roues des autos quand que ça glisse l'hiver, là, du traction aid. OK. C'est que c'était pendant une tempête encore là, il était censé apporter le Saint-Sacrement, je sais pas trop. Puis ça marchait pas, le cheval n'arrivait pas à avancer, c'était dans la glace puis tout. Puis supposément que c'était le diable qui poussait sur le cheval. Wow. Puis avec quelques techniques connues exclusivement par lui, il a réussi à repartir, là, à faire remonter son cheval. Là. C'est quand même fascinant, mais tu sais, il y a des accointances entre les chevaux et l'Église. Ah oui, bien ça, on va revenir après. Ça aussi, on va en reparler un brin plus tard. Mais Édouard Cartier aussi, tellement que, il était tellement populaire un peu à sa façon, c'était le premier missionnaire de Mont-Carmel. Puis quand ils ont fondé Mont-Carmel, hey, tu as besoin de savoir ça en tant que lichepin. Oh, je suis pas un lichepin. Ah, t'es pas un lichepin? Non, moi, je suis en bas du village. OK, bien, conclue donc ça un petit peu, le lichepin, pour nos amis à la télé. On se met une parenthèse. Lichepin, en haut de Mont-Carmel, on dit Lichepin, pas loin du 6e rang, dans les hauts de Mont-Carmel, quand on monte vers le lac de l'Est. Il y a un secteur qu'on appelle le Lichepin. D'ailleurs, il y a un atelier d'art là-bas maintenant, l'atelier du Lichepin. Puis il y a deux raisons pourquoi on appelait ça de même. C'est soit que c'était un secteur qui était pauvre dans le village, que les gens n'avaient pas vraiment les moyens de manger leur pain, donc ils faisaient juste le lécher. Première raison. La deuxième, c'est qu'il y avait là un petit sentier où les chevaux, quand ils passaient avec les charrettes, les carrioles en arrière, les gros arbres étaient tellement proches du chemin, des pins, que les carrioles frottaient sur les arbres et donc on disait qu'ils lichaient le pain. Ah! Donc, secteur du Lichepin. On referme la parenthèse. Oui, mais vous êtes chanceux, là, il y a juste 2 parenthèses imbriquées, c'est pas si pire. Édouard était premier missionnaire à Mont-Carmel, puis quand est venu le temps de donner un nom à la municipalité, les paroissiens ont voulu appeler ça Saint-Édouard. Puis Édouard a fait « Oh non, trop d'honneur. Excusez le micro, j'espère que Télésino ne l'a pas raté. Trop d'honneur. Appelez la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, ça sera beaucoup mieux. Plus... Oh. Hey, là-dessus, Bib, passe-moi donc le crachoir un petit peu. Oui. Ouais, je pense. Attends, merci bien. bien. Mon cher ami. Ils sont frais en plus. Ouais. Attends. On va là un petit. Émile Vicky. Merci. Parlant de paroisses auxquelles on donne un nom, il y a une histoire qui est quand même assez célèbre dans le Haut-Pays. C'est d'où arrive le nom de Saint-Bruno de Kamouraska. As-tu déjà entendu parler de Bruno pas de tabac? Pas de tabac? Non? Tu connais pas ça, sérieux? Non. Attends. En fait, quand ils ont fondé la paroisse de Saint-Bruno, il y avait une des traditions, une des façons de nommer les paroisses, c'était de donner le nom de l'aîné du village. Hein? Ou du premier colon. Voilà, c'est ça. Puis dans ce village-là, on avait un problème parce qu'il y avait 2 personnes qui avaient à peu près le même âge. Donc, on avait un certain monsieur Bruno puis un certain monsieur Pierre. Donc, débat ouvert dans la municipalité. Va-t-on appeler ce village Saint-Pierre ou Saint-Bruno? Je ne suis pas capable. Le monde ne s'entend pas parce que ça donne que Bruno était un quêteux. Un quêteux un peu particulier. Il n'était pas méchant. C'est juste qu'il y avait une mauvaise manie. Après la messe, le dimanche, sur le parvis avec les gens, il se promenait avec sa pipe à tabac. Un petit peu de tabac, hein? Puis là, le monde, il donnait du tabac. Il allumait sa pipe, prenait une petite puff ou 2. Il allait se cacher derrière l'église, puis il remplissait une blague à tabac. Avec le tabac un peu brûlé. Il retournait devant l'église, puis il retournait quêter le tabac, puis il faisait ça systématiquement. Toujours est-il que le monde n'était pas prêt à l'appeler Bruno, Saint-Pierre. Ah, Saint-Pierre, ça faisait pas unanimité non plus. Donc, le curé de l'époque a mis les 2 noms dans un chapeau. Puis, à la fin de la messe, après la messe, sur le parvis, il a tiré un nom, puis
Puis on est tombé sur Bruno. De là, les gens se sont exclamés « Ah non, pas Bruno, pas de tabac ». Et encore aujourd'hui, ça peut arriver qu'on entende cette expression-là, puis entendre dire que les gens de Saint-Bruno, c'est des Bruno pas de tabac. C'est de même que ça s'appelle Saint-Bruno. Ah, c'est très cool, ça. Wow. J'ai hâte d'en pogner un, que je peux s'y lancer ça. Isa. Compte du bas du fleuve. C'est à la Pocatière que ça se passe. C'est la fille, elle s'appelait Lafine. Ça part comme un nom assez respectable. Ça commence bien. Ça se trouve être la plus belle fille de la Pocatière, ça, supposément. OK. Fait que je sais pas comment est-ce qu'ils ont calibré ça, mais en tout cas. C'est au nombre de prétendants. Oui, probablement. Puis justement, tous les gars voulaient s'essayer, mais elle n'avait rien qu'un à elle, puis elle l'aimait bien. Elle faisait donc la fine bouche. Ouais. Mais elle avait une réputation d'être justement un peu pédante et joueuse de tours et à cheval. Tu sais, la rose d'un petit prince. Tu sais, belle, mais... Vaniteuse. Ouais. Fait que, un moment donné, bon, le chum de la fine s'en va probablement dans les chantiers ou je sais pas quoi. Puis, d'un coup sec, la fine voit quelqu'un, pas d'un coup sec, elle s'en va le soir en jouant, puis elle voit quelqu'un installé sur le parvis de l'église, installé de même, avec une espèce de petit chapeau plat, qui supposément est un chapeau de prêtre que j'ai jamais vu de ma vie. Mais elle se dit, c'en est un qui fait des farces, tu sais, elle se dit, moi le dompter, moi. Elle passe, elle y arrache son petit chapeau, puis elle sort avec ça chez elle, tu sais. Allons. Mais là, l'affaire, c'est que tranquillement, elle commence à voir apparaître des fois dans sa vitre de chambre la face de rendez-moi mon bonnet. Puis là, elle a ta chienne sans bon sens. Tu sais, là, elle sait plus quoi faire, elle sait plus où se mettre. Elle l'avait caché dans son coffre. Puis, tu sais, puis tranquillement, plus que ça va, plus que ça l'attaque physiquement. Tu sais, ça la gruge par en dedans, elle file de moins en moins, elle reste couchée, elle va plus nulle part, elle arrête de manger. Là, la panique est pognée dans le village. Le père fait revenir le chum, le prétendant de la fille, en disant « Regarde, on est pour l'enterrer, là, viens voir, essaye d'y remonter le moral, tu sais. » Puis je pense qu'il s'appelait Hippolyte, le gars, ça vient de me revenir. Hippolyte, tu sais. Fait que le Hippolyte, il débarque. Puis la fine finit par y compter ça, tu sais, dire, ben là, il y a un revenant qui me court après, puis tout. Puis là, Hippolyte, lui, il niaise pas avec la POC, il dit, ben regarde, on va aller arranger ça, tu sais. Fait qu'il part avec le petit casse, puis s'en va sur le parvis de l'église, tu sais. Puis là, qui réapparaît, toi. Non, mais c'était du service, tu sais. C'était un phénomène surnaturel sur commande. Moi, dans ma tête, c'est scientifique, ça. C'est vérifiable, tu sais. En tout cas, fait que t'as le Hippolyte qui se débarque, le revenant qui revient, puis là, Hippolyte remet le bonnet carré au revenant. Puis là, le revenant lui dit, ben j'étais condamné à être revenant pendant tant d'années pour avoir fait une farce sur les prêtres. Puis c'était quand ta blonde m'a enlevé le bonnet, c'était ma dernière journée de purgatoire, tu sais. Fait qu'il voulait revoir son bonnet. Finalement, en échange, il lui a montré, il a dit, creuse là. Puis, puis ils ont trouvé l'herbe que ça prenait pour soigner la fine. Voilà, fait que c'est une histoire qui finit bien. La plus belle fille de la Pocatière, sauvée, toi. Sauvée. Super. Dans un autre ordre d'idée, Saint-André, toi. On a dans le cœur de l'église de Saint-André, qui est un bâtiment patrimonial. Bon, c'est le classique. Au fond, tu as le retable, tu as Saint-André. Côté, quelque chose comme Saint-Joseph, la Vierge, la Bonne Sainte-Anne, je me souviens plus trop. Puis de l'autre côté, tu as Sainte-Philomène. Sainte-Philomène, c'est assez bidonnant. Parce que Sainte-Philomène n'est pas sainte et n'a jamais été sainte. Sérieux? Oui. Il y a des saints qui ont été révisés. Okay? Au Concile de Vatican II, ils ont fait un peu de ménage. Ils ont fait « Ouais, celui-là, on n'est pas sûr. » C'est un saint, mais ça nous arrange peut-être pas. C'est ça. Fait qu'ils ont ce qu'ils appelaient relégué au calendrier locaux. Mais Sainte-Philomène, c'est encore plus bidonnant que ça parce que c'est apparu au début du 19e siècle. C'était supposément un archéologue qui cherchait les circonstances sont super louches, super pas mal documentées, puis qui, sur une tombe, il aurait trouvé une note qui était marquée Philomena ou je sais pas quoi. Puis là, lui, il était monté dans ses grands chevaux. C'est la tombe de Sainte-Philomène. Puis d'un coup sec, il y a un culte qui a embarqué. OK.
le pape, t'es pas forcément d'accord avec ça, là. Tu sais, ça lui a vraiment glissé des mains, puis ils l'ont échappé, tu sais. Comme une vierge apparaît à Saint-Alex, C'est ça. Philomène surgit d'un tombeau. Là. C'est ça. Fait que c'est assez difficile, puis il n'y avait aucune documentation. Ils n'ont jamais entendu parler d'une Sainte Philomène. Fait que c'était assez difficile de retenir la patente. Fait que là, il y a eu des églises consacrées à Sainte Philomène. Ils étaient un peu pognés avec ça. Fait qu'à Saint-André, ben là, c'était la mode, Sainte Philomène. On n'est pas pire que les autres. Fait que se sont commandés un beau portrait de Sainte Philomène qui est encore dans le cœur de l'église. Une peinture, là, dans Ouais. l'église, sérieux? Fait que dans le cœur de l'église de Saint-André, t'as Sainte Philomène qui n'est pas sainte. Ce qui me bidonne toujours. C'est parfait. Autre phénomène à Saint-André, toi, à la maison, Télésino va te montrer des photos de l'ancien presbytère de Saint-André. Tu vas voir, c'est un bâtiment qui était très prestigieux. Une espèce d'architecture un peu pompeuse, comme à Kamouraska, ou des très grands presbytères, de l'armée à deux autres, trucs du genre. Puis, dans les années 50, le curé, il fait venir ses marguilliers, puis il fait « Bah, tu sais, les boys, c'est plus à mode, là. C'est trop dur à chauffer. Maintenant, les gens, ils veulent des bonnes galops. Tu sais, c'est plus raisonnable, c'est plus humble. » Fait que là, les marguilliers vont voir, OK, jette à terre le presbytère patrimonial et commence à financer la construction d'un bon galop. Mais pendant la construction, le curé fait « Ouais, mais tu sais, vous savez, tant qu'à construire une nouvelle maison, la faire un petit peu plus grande, c'est pas même plus cher. » Fait qu'ils ont fait le carré de la maison du double. T'sais, fait que là, les autres, ils commencent à construire, puis ils font une fondation, puis tout, puis ils commencent à monter les murs. Puis là, notre Saint-Père débarque aussi après, puis il dit « Ben, les boys, tant qu'à mettre un étage puis de faire un toit, un deuxième étage serait pas bien plus cher. » Fait qu'ils ont rajouté un deuxième étage au bâtiment qui est finalement d'un carré à peu près aussi grand que le précédent. Est-ce que c'est encore... C'est lui qui est encore là? Oui, qui s'appelle plus de presbytère. Il a été maintenant vendu. Mais tu auras juste à regarder l'émission qu'on filme, toi et moi, présentement, quand ça passe à TV. Okay. Puis Télésino va rajouter une photo du nouveau bâtiment. Fait que tu vas pouvoir voir... qu'on pourrait repérer donc dans le village éventuellement. Il est très connu, les gens, parce qu'il y avait une espèce de... il est planté sur une côte. Puis il y avait une espèce de garage un peu enterré, semi-enterré, avec une porte bétonnée. Garage semi-enterré. Le presbytère s'appelle le Quévois Patate. C'est l'appellation officielle. Hey, Alex, je vais te faire un peu la lecture. De? Bien, en fait, c'était des notes. 6 janvier 1913 à Saint-André. Il y a une quête, toi, pour l'abolition de l'esclavage chez les Noirs. Tu me vois me décomposer. Oui, bien c'est ça. J'ai un ami malgache à Rivière-du-Loup qui était très impliqué puis qui connaît beaucoup l'histoire de la lutte des Noirs, tu sais. Ouais. Puis il me dit, une quête pour les Noirs en 1913 au Canada, il dit, c'est comme de faire une quête pour la famille du soldat inconnu, ça. C'est quoi, tu sais? Ça n'a jamais été clair. Encore en 1943, Herménégilde Guy, tout féministe, déclare à la messe: j'ai pris les jeunes filles qui veulent se livrer au sport du patin de ne pas le faire avec les jeunes hommes. Hein? Parce qu'on sait bien que le grand Fred peut te donner des envies. Ensuite, ce n'est pas sur des patins que se forment les mères de famille, ni les religieuses. Ne m'obligez pas à revenir sur le sujet. Allons. Ouais. Ce qui est encore plus bidonnant, c'est qu'à l'époque, la patinoire n'avait pas de cabane de patinoire. Okay. Puis c'était juste à côté de la maison qui est à moi puis ma blonde maintenant. Fait que c'était... Les gens rentraient chez nous avec le patin sur le parquet de bois franc. Ah, c'est le fun, ça. C'est bon. Mais il y a des curés comme ça. Tu sais, il pouvait avoir un certain nombre d'enjeux dans une municipalité entre le domaine religieux, l'Église, puis le domaine, on va dire, municipal et les loisirs. Je fais un petit aparté, tu sais, ça me fait penser à la construction de la piscine municipale de Mont-Carmel par Benjamin Drapeau et son ami Plourde. Le curé n'était pas d'accord avec ça, là, parce que... Je ne veux pas blasphémer sur l'Église, c'est important de le dire, mais il y a eu une chicane célèbre entre Benjamin Drapeau, qui est le fondateur de la confiserie Sportman, en passant, puis le curé de l'époque. On les a entendus se chicaner dans le confessionnal parce que le curé avait dit à M. Drapeau: vous n'allez pas faire une piscine, ça va être un lieu de perdition, puis les jeunes, ils vont être sous mauvaise influence là. Puis M. Drapeau de lui répondre: c'est pas autour de la piscine que ça va arriver, c'est dans votre cimetière.
Je pense qu'il avait mis des mots plus crus que ça, ce Oui, que j'avais j'ose entendu de la pas première faire ça, histoire. ouais, j'ose pas faire ça devant Mais ta mère va écouter l'émission, hein? En plus. C'est embêtant. T'es là. Ben, merci beaucoup, Bib, pour cette belle histoire. J'ai peut-être une autre petite parenthèse. Excusez à la maison que je tourne mes feuilles de cette moi, ça façon. m'intimide. Parle de ma maman à la caméra. Là, ça. Ah, excuse-moi. Petite note que j'avais prise qui m'avait toujours bien amusé, c'est les églises de l'Apocatière, les incendies à l'Apocatière. Oui. 1735 quand même, deuxième église en pierre qu'ils ont construite à côté de la première chapelle de bois. En 1766, premier incendie. 1800, construisent une quatrième église. 1845, cinquième incendie. Il y en a eu plusieurs que j'ai ratés. Pourquoi cinquième? 1917, encore un incendie. 1920, en 1920, ils reconstruisent. Puis 1948, encore un incendie. Fait que, si tu as une compagnie d'assurance qui écoute l'émission, je recommanderais de ne pas assurer l'église de l'Apocatière. Non, mais maintenant, c'est sécuritaire, tout est en béton. Oui. Mais ça me fait penser à l'église de Saint-Pacôme. Moi, j'ai entendu dire qu'à Saint-Pacôme, on a appris qu'il fallait construire la caserne des pompiers avant de construire la première église. Parce que quand ils ont construit la première église de Saint-Pacôme, il y aurait eu 2 messes dedans, puis ensuite, à passer au feu. Donc, ils ont tout de suite été obligés d'en reconstruire une deuxième, mais entre-temps, ils ont construit la première caserne de pompiers. Il y a peut-être une forme de logique là-dedans. Effectivement, c'est bon. Bien, pour rebondir sur ton histoire d'incendie, ça me rappelle quand je suis arrivé à Saint-André, quand j'étais jeune, le service d'incendie du village était, je dirais, rural. OK? On n'avait pas forcément de caserne de pompiers, puis on n'avait pas de camion de pompiers non plus. On avait un bâtiment dans lequel on mettait les pompes, qui avait une longue tour pour faire sécher les tuyaux. Oui, la tour à tuyaux. La tour à tuyaux. Puis, on avait une remorque de pompiers. Fait que s'il y avait un incendie, on pouvait déclencher un truc qui faisait partir une sirène, puis les cultivateurs en face, François ou Claude Normand, reculaient leur pick-up puis allaient piner la remorque de pompiers pour aller éteindre l'incendie qu'on essayait d'éteindre. Après, Saint-André s'est modernisé. Fait qu'on a acheté des camions de pompiers usagés de Saint-Alexandre. Okay. Ça a été une économie phénoménale parce qu'ils n'ont même pas eu besoin de refaire le lettrage. Ils ont juste effacé le Alex, fait qu'ils ont gardé le Saint-André. Il y avait un trou là, mais c'est pas une joke. Ils l'ont fait. C'est parfait. J'adore ça.